Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Dynamic Sport. Alors là, on est pas mal actifs en ce moment et on va parler d'un match justement que beaucoup de gens attendent. C'est le match retour entre le Barça et le PSG. On a tous vu le match aller, match qui s'est clos sur une victoire du Barça, 3-2. On se retrouve aujourd'hui avec d'un côté Nuno de l'équipe Dynamic Sport que vous voyez souvent pour les vidéos PSG. Et de l'autre côté, on est avec Ackerman, youtubeur catalan qu'on reçoit aujourd'hui. Comment vous allez vite fait les gars? Ça va tranquillement, ça va. Merci de l'invitation en tout cas, mais ça fait plaisir et on va passer un bon petit moment. Balistiquement, moi, ça pourrait aller mieux, on va pas se mentir. mais ça va. Au vu du match, je pense que le Barça déjà aurait dû tuer le match entre autres un peu plus tôt, notamment en première période où il y a eu des occasions assez franches, surtout du côté du Barça, où il y a une sortie un peu ratée de Donnarumma, où il y a des occasions qu'on rate sur la ligne, etc. Et dans le jeu, on sentait que les 15 premières minutes, le PSG est un peu plus dedans, donc on a un peu du mal à garder le ballon. Mais au fil du match et au fil de la période, on commençait à sentir un Barça beaucoup plus confiant, qui n'hésitait pas, par notamment Lewandowski, à jouer en tant que pivot, qui a beaucoup aidé notamment sur les jeux longs, ce qui nous a permis de gratter beaucoup d'espace et Rafinha a pu en profiter plusieurs fois. Mais deuxième mi-temps un peu plus différente où on s'était vraiment bousculé pendant 15 premières minutes, où en fait on a limite l'impression qu'en fait le PSG commence à vraiment reprendre l'ascendant et limite à deux doigts en fait de quasi mettre l'élimination au Barça. Et ça joue sur des détails, ça joue sur un poteau notamment de Dembélé, une barre de Barcola, le PSG qui revient très rapidement à 2-1. Et moi, très honnêtement, je me suis dit, est-ce qu'on ne repart pas sur un Barça qui va replonger une nouvelle fois comme d'habitude en Europe et prendre une élimination encore une nouvelle fois. Et le but de Rafinha, pour moi, il tombe un peu de nulle part parce qu'en vrai, on s'y attendait pas forcément. On sentait que notamment le PSG était plus enclin à marquer un but rapidement que l'inverse. Au final, ça sort un peu de nulle part avec une passe de Pedri qui est tout simplement exceptionnelle pour moi. Et ça a permis notamment de débloquer la situation. Et son entrée a fait beaucoup de bien parce qu'on a pu garder le contrôle du ballon. Il a aidé plusieurs fois à contrer le pressing du PSG par sa qualité de passe ou même sa qualité de dribble aussi. Et il y a le 3-2 qui est passé par un Donnarumma qui était très très absent dans le jeu aérien. D'ailleurs, c'est un gros défaut que je trouve à lui alors qu'il est très très grand. Mais je trouvais qu'il était archi fébrile dans ce domaine-là. Chose que je ne comprends pas forcément, mais on en parlera après. Mais sinon, en fait, je pense que c'est chacune des équipes avec son momentum l'a plus ou moins bien utilisé. Et à la fin, c'est Barça qui a su concrétiser ses occasions de la meilleure des façons. Je pense que au début du match a bien commencé. Quand le Barça a réussi à reprendre un peu le contrôle du jeu, le plan de jeu du PSG n'a pas aidé. Je pense que le fait que les joueurs soient un peu tous désonnants, pas au bon endroit, Asensio avec le ballon il est dans l'axe, mais sans le ballon il doit couvrir Kylian Mbappé, donc il doit partir sur la gauche, fait énormément de décalage. Et à partir du moment où le Barça a réussi à recontrôler le ballon, notamment grâce à Lewandowski et le jeu long, là on a tout de suite senti qu'en fait ils étaient perdus les joueurs du PSG, ils étaient perdus. Et ça a été la première donnée qui nous a fait perdre le contrôle. Je pense, parce qu'au début, comme Ackerman l'a dit, on avait quand même un peu le contrôle. Franchement, on s'en sortait plutôt pas trop mal, même si on n'avait pas d'occasion, factuellement. Et après, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, je pense que sur chaque but, et pas que sur chaque but, sur les occasions, la plupart, c'est erreurs individuelles flagrantes. Pas des petites erreurs, je trouve. Alors, Beraldo, il s'est fait museler par Lewandowski sur le premier but. Lewandowski prend la balle, il part en diagonale, il transverse tout le terrain tout seul. Vitinha qui reste bloqué sur ses appuis, qui ne peut pas l'intercepter. Derrière, Donnarumma qui sort sur le centre de Yamal, qui le touche à peine. Marquinhos qui est en retard de 20 mètres sur Rafinha. En fait, c'est une action et 4 individualités qui te laissent tomber. Sur le deuxième, je pense que c'est globalement la même chose. Il y a la relance de Donnarumma, elle est vraiment pas bonne. Elle est même pas dans une zone compliquée pour le Barça. C'est pas genre il envoie un pétard super loin, ils doivent aller chercher le ballon, ou il envoie en touche à la rigueur. Il envoie vraiment dans les pieds de quelqu'un, je sais plus c'était qui a reçu le ballon. Ensuite ça part sur Pedri. Pedri il est tout seul, le pressing il est pas bon. Il y a 2 joueurs devant, mais personne. Et tu vois la passe elle est magnifique, il n'y a rien à redire. Mais on a tous joué au foot, on sait tous très bien, quand tu es tout seul, la passe c'est beaucoup plus simple de la mettre aussi. Et là ça joue beaucoup. T'as plusieurs joueurs qui sont pas là. Nuno Mendes qui suit par Rafinha, alors qu'il n'y a pas de joueurs sur le côté. Donc normalement il est censé resserrer. Tu vois, c'est plein de petites, grosses erreurs. Le corner, bien évidemment, c'est Donnarumma, mais l'action qui amène le corner, on se fait totalement dépasser. Avec Joao Félix qui centre sur le côté, Nuno Mendes qui nous sauve une extremis. Mais déjà, on s'en sort pas trop mal. Et sur cette action, déjà, on aurait dû mieux faire.
Donc ouais, les erreurs individuelles défensivement nous ont tués. Notre incapacité à gérer le jeu long et à gérer Lewandowski a vraiment pas aidé. Juste apporter peut-être un point au niveau des stats. Possession 59 pour le PSG, et ça c'est un point qui est important. 59 pour le PSG, 41 pour le Barça. On avait la conférence avant match où Luis Enrique disait c'est moi le vrai Barça, tout ça. Enfin, il était un peu pour tester Xavi. Xavi n'est pas rentré dans ce piège-là. Il a même hésité à jouer un peu à l'inverse de l'ADN Barça. Quand tu vois, justement, tu parlais des longues remises sur Lewandowski, la passe de Pedri qui part en cloche. Il y a même eu des vannes par rapport à ça sur Twitter pour dire que c'est contraire à Guardiola. Guardiola il aurait déchiré sa licence s'il aurait été coach. Pour dire que voilà, Xavi n'est pas rentré dans le jeu de Enrique. Ça a fait la différence. Et si je dois mentionner rapidement des joueurs qui ont été décisifs ou sous-performés, côté PSG, on a bien évidemment Vitinha, Dembélé, les deux buteurs. L'entrée de Barcola qui a fait du bien. De Zaïre Emery. Nuno Mendes. Ok, Nuno Mendes aussi. Et je vais parler de tout ça, on va parler de tout ça après dans le match retour des joueurs qu'il faut aligner. Et côté Barça, bien évidemment, Robert Lewandowski, Lamine Yamal qui a 16 ans arrive à prendre une prestation pareille, une passe décisive, très belle, à l'extérieur, incroyable. Rafinha surtout qui a fini homme du match. Rafinha qui était beaucoup décrié quand même avant ce match-là. Et c'est un point que j'aimerais mettre en avant parce que la Ligue des Champions, c'est pas la même compétition que tu peux avoir en Ligue. C'est pas la même compétition que tu joues toutes les semaines. C'est un cadre qui est différent. Les joueurs sont différents. Lewandowski, Rafinha, des mecs qui étaient pas mal critiqués cette saison, tu vois, qui ont fait un plutôt bon match. Et c'est même pas étonnant qu'ils font même un bon match retour, qu'ils fassent un bon match retour. Pour dire que la Ligue des Champions, c'est vraiment une compétition à part où les joueurs se transcendent. Donc voilà. Après, en flop, PSG, tu as bien évidemment Mbappé, Beraldo, Donnarumma. Et côté Barça, c'est dur de ressortir quand même un flop. Si je trouvais que Roberto n'était pas. Souvent, Cancelo, il avait fait quelques actions qui auraient pu nous porter préjudice. Donc, je pense qu'aussi, il serait pas trop mal dans les flops. C'est quoi leur point fort actuellement? Et surtout, pour toi, qui sont les joueurs clés? Et expliquer pourquoi sont les joueurs clés du Barça. Tout ce qui est de la forme du Barça, elle s'explique par plusieurs points. Déjà, il y a eu l'entrée de Koubarsi qui a changé beaucoup de choses déjà. Depuis qu'il est arrivé, depuis dans le 11 de départ, on prend très très peu de buts. Et on sent que la paire avec Araujo, les deux ça fonctionne très bien. T'as le fait aussi que le départ annoncé de Xavi a quand même libéré pas mal de joueurs. Ça a baissé une pression globale au sein du club. Et ça permet aussi de lancer quelques gamins qui se permettent notamment de se montrer. Je suis à l'image de Fermin Lopez ou encore de Lamine Yamal ou de Koubarsi ou même de Hector Ford des fois qui joue aussi. Donc en fait, il y a tout un effectif qui se lâche de plus en plus et on sent aussi que physiquement, ils sont mieux armés qu'en début de saison. À l'image de Lewandowski qui au début de saison était un peu on sentait que limite qu'il jouait en ralenti, il était un peu plus lent, etc. Et le but l'action du but, notamment le premier face au PSG, on sent qu'en fait il a retrouvé ses cannes, on sent qu'il arrive à aller plus rapidement dans ses gestes, dans ses prises de décision. En fait, globalement tout le monde va très très bien. Et qui dit bonne prépa, dit forcément les joueurs ça suit derrière. C'est des joueurs qui sont bons de base, mais qui lorsqu'ils sont pas forcément de bonnes conditions physiques, ça peut pêcher aussi. T'as aussi le fait que les remplaçants qui ont dû remplacer Frenkie et Pedri qui étaient absents, ils ont joué leur rôle, à l'image de Fermin qui le match contre Naples a été sensationnel, clairement, il marque son but, il a été une très bonne activité, il me rappelle un peu Gavi, un peu ce joueur un peu avec beaucoup de fougue, beaucoup de hargne. Le fait aussi d'avoir mis Christensen en 6, ça a changé beaucoup de choses parce qu'en fait on n'avait pas ce 6 depuis le début de saison et ça a permis d'avoir un équilibre au sein de l'équipe qui a permis qu'on ait autant de matchs sans avoir perdu déjà et sans avoir pris beaucoup de buts aussi. Donc il y a un peu tout ça. Maintenant là où j'ai une grosse inquiétude, c'est le fait qu'il ne sera pas là au retour. Donc comment on va articuler tout ça? Est-ce que Frenkie sera en 6? Est-ce que Gundogan fera un double pivot avec lui? Est-ce que Pedri sera plus au-dessus? On ne sait pas encore, mais c'est une grosse interrogation. Après, au niveau des joueurs clés, notamment cette confrontation-là, pour moi il y en a, je dirais 3-4. Le premier pour moi c'est Rafinha. Parce que c'est un joueur qui aime l'espace, qui aime bouffer l'espace. Et on l'a vu face au PSG, quand il a de l'espace, il en profite au maximum. À l'image de plusieurs actions, notamment une action, je crois, il est en haut de duel face à Lucas Hernandez et il le bouffe de vitesse comme si de terrain n'était, alors qu'il partait plus loin. Lui, c'est vraiment un joueur qui aime beaucoup l'espace comme ça. Et ces derniers temps, en fait, lui, ce qui est assez bien, c'est que même sans forcément être bon, il arrive des fois à tirer son épingle du jeu par une stat, soit par une passe D, soit par un but.
Là, il nous a sorti une grosse performance en Ligue des Champions. Et je pense que c'est un joueur qui aime bien aussi les grands rendez-vous. Souvent, l'année dernière, il était bon aussi face au Bayern, face à l'Inter. Aussi, quelques matchs l'année dernière contre United aussi. Là, les retours, il était intéressant. C'est quelqu'un qui aime, qui aime les rencontres où il peut se montrer. Après, il y a Lewandowski qui, pour moi, doit jouer un grand rôle aussi. Parce que on en attend plus de lui. On sait qu'il est souvent décrié, notamment on dit oui, Lewandowski aime bien s'attaquer que contre les petites équipes ou machin chouette avec des champions. Malgré le fait qu'il ait fait un bon match, on attend quand même ce petit but qui fera qu'on pourra dire que le match est complet. Il y a aussi Araujo qui a fait un match extraordinaire contre le PSG, mais nous on est habitués, donc j'ai envie de te dire qu'on s'y attendait. Mais aux yeux du monde, ça fait plaisir qu'enfin tout le monde puisse voir son niveau et la qualité de ce joueur-là. Et défensivement, en fait, c'est quelqu'un de très 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 fort sur l'homme et très peu de joueurs peuvent le passer. On l'a vu plusieurs fois cette saison et encore plus face au PSG. Et en dernier, je dirais pour moi, l'un des joueurs clés pour moi serait Cancelo, parce que je trouve à l'aller on l'a pas assez vu offensivement, et c'est quelqu'un qui, surtout quand on dit Ligue des Champions à domicile et avec le milieu du Barça, il se transforme en 2-3 secondes, et c'est quelqu'un qui offensivement apporte énormément et qui peut soit stater par un but, par une passe extraordinaire. Donc moi je pense que s'il fait partie aussi des joueurs clés qui pour moi pourraient inverser la tendance au niveau du Barça. Côté Barça, tu as dit un truc intéressant. Il y a des joueurs comme Araujo ou même Pedri qui est rentré là, en fait, c'est des joueurs qui n'ont, à mon souvenir, pas joué de quart de finale de Ligue des Champions. Le Barça a toujours été en Europa quand ils ont pris les contrôles du Barça. Et en fait, le fait de pouvoir les voir à ce niveau-là, on pourrait déjà parler de, pas match référence, parce que supporters catalans, vous savez déjà les qu'ils ont, mais aux yeux de l'Europe, c'est la première fois qu'ils jouent des aussi gros matchs, qu'ils assurent des aussi gros matchs à un aussi haut niveau. Et en fait, on peut enfin peut-être parler de référence, et c'est, comme tu dis, c'est cool que les gens puissent voir que les supporters catalans vont, en fait. Voilà, dans les débats, on sait, c'est des joueurs qu'on n'a jamais vu à un aussi haut niveau, donc les voir à ce niveau-là, voilà, ça les rend après, plus crédibles. quand t'es un peu objectif, honnêtement, il n'y a pas trop de débat sur les deux joueurs. Ouais, mais par rapport à des Musiala, bah, tu vois, pour moi, je vois pas. Justement, je trouve que les gens parlent beaucoup de Pedri vis-à-vis de Musiala ou quoi. Je pense que en vrai, ceux qui parleront mal de ces deux joueurs-là, c'est des Madrilènes complexés. Je pense, parce que, pour moi, il n'y a pas de raison. Araujo, ça se voit depuis longtemps. Alors, ça lui est arrivé de se trouver. Hein. Contre le Real, il a déjà fait 1 ou 2 matchs où il s'est pas mal trouvé. Mais grosso modo, les qualités qu'il a. Hier, il m'a rappelé Ruben Dias de 2021. Toutes les frappes, il les a toutes contrées. Toutes celles qui étaient à 3 mètres de lui, il les a toutes contrées. Et c'est ouf. C'est ouf. Les axes d'amélioration, globalement, déjà, je pourrais en dire plein en vrai, parce qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas assez bien fonctionné. Il y a des trucs qui ont fonctionné, mais souvent c'est de l'individuel. Vitinha, Dembélé, Nuno Mendes, c'est juste parce que eux sont forts. Collectivement, il y a mieux à faire, notamment en défense. Je pense que Beraldo ne sera pas reconduit. Avec le retour d'Hakimi, je pense que ça va être le principal axe d'amélioration. On sait qu'Hakimi peut couvrir beaucoup plus dans son dos déjà que Marquinhos. Que Marquinhos et Lucas Hernandez, je pense que ce sera plus serein quand même. Si c'est Hernandez sur Lewandowski, je pense que Lewandowski, c'est pas le même match non plus pour lui. Parce qu'Hernandez, on sait qu'il est vraiment très hargneux, dur sur l'homme. En tout cas, il l'aurait plus embêté. Ça veut pas dire qu'il n'aurait pas fait un bon match. Ça se trouve, il aurait mis un triplé. Mais il aurait sûrement plus embêté. Au niveau du milieu de terrain, le retour de Zaïre Emery, qui avait reçu un coup lors du dernier match, qui du coup n'était pas titulaire face au Barça, peut apporter quelque chose parce qu'on l'a vu très rapidement, je crois, première ou deuxième action, il fait une percée directe, il prend le carton jaune, il donne le carton jaune à Christensen, et on voit que physiquement, lui, il peut vraiment gêner ce milieu-là du Barça, parce que physiquement, il est très fort, et dans les courses verticales comme ça, au milieu, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas assez ça, en tout cas, il y a Vitinha qui l'a fait 1 ou 2 fois. Mais ça manquait vraiment de ça, de verticalité. Je pense offensivement à un repositionnement de Mbappé parce que sur le côté gauche, c'est pas possible. Et s'il veut pas défendre, sur le côté gauche, c'est pas possible parce qu'en fait, l'équipe adverse, elle a toujours une solution de relance. Et ça te désorganise énormément à la perte de balle. Où du coup, tu as ton joueur d'axe qui doit repartir côté gauche pour couvrir dans son dos. Et je pense que ça, juste au haut niveau, c'est pas possible de devoir t'adapter autant à un joueur. Et soit il se met au diapason et il joue sur le côté gauche. Soit sinon tu fais rentrer Barcola qui était très percutant et ça te libérera aussi beaucoup d'espace parce que ce joueur dans l'axe qui te manquait, c'est ce qui a permis au Barça de faire à chaque fois des prises à 2, 3 sur Mbappé qui du coup était totalement... c'est pas jouable quoi. On l'a déjà vu réussir des sacrés dribbles sur des prises à 2, mais Koundé Araujo, je pense qu'il a rarement passé un dribble sur une paire
de centraux aussi forts. Je pense que ce sera soit Ramos dans l'axe et lui qui décidera à bouger son cul, soit lui devant et Barcola à gauche. Tu auras déjà de forts axes d'amélioration. Parce que tu sais que Dembélé peut rentrer dans l'axe pour faire le surnombre au milieu de terrain, parce que tu as Hakimi qui peut monter. Barcola, dans son dos, il y aura toujours Nuno Mendes pour dédoubler. Lui-même, il est capable de couvrir derrière Nuno Mendes parce qu'il court très vite. J'ai vraiment envie de mettre un point là-dessus, c'est la qualité technique individuelle. Je pense qu'ils peuvent, pour certains en tout cas, hormis ceux qu'on a cités au début, mais je pense qu'ils ne peuvent pas faire pire que ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Comment le Barça, au niveau de la compo et même de l'animation, qu'est-ce que le Barça va faire, sachant qu'il y a des joueurs qui reviennent de blessures? En fait, moi, je pense qu'il ne va pas changer son plan de base. Je pense que le milieu de terrain, Frenkie, Pedri, Gundo, va beaucoup servir sur les sorties de balles, parce que je pense qu'on va manger un pressing très, très agressif du PSG. Je pense qu'Enrique va vouloir très, très vite rattraper le 1-1. Le problème étant qu'il y a le retour d'Hakimi qui peut être bien pour le PSG, mais qui à mes yeux peut être aussi un mauvais truc. Dans le sens où je me dis que rares sont les équipes qui ont joué avec deux latéraux offensifs, ne sont pas pris de vague derrière. Et le problème étant, c'est que tu as deux mecs qui profitent hyper offensifs, c'est pas des mecs qui savent défendre forcément, c'est plus on va plus leur demander de jouer offensivement. On sait que dans un pressing qui est bien coordonné du PSG, ça peut faire très très mal. Par contre, si le Barça, et au vu de la qualité du milieu de terrain, ce qui sera forcément possible, réussir à contrecarrer ce pressing-là, ça va, je pense, jouer sur des transitions très 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 rapides. En fait, le jeu de Xavi tourne sur ça, parce qu'on pense que oui, Xavi, c'est l'ADN Barça, oui, entre autres, mais Xavi, de base, quand il arrive au club, c'était une équipe qui, en transition très rapide, faisait très très mal. À l'exemple de Naples 2022, à l'exemple de Atlético Madrid en 2022 aussi lorsqu'il arrive, à l'image du match aussi face au Bayern quand je joue contre eux, qu'on perd à 2-0 à domicile, enfin là-bas, mais qu'on fait un match quand même qui était assez intéressant sur plein d'aspects. Et je me dis qu'en fait, il y a une possibilité de faire mal sur cet aspect-là. Maintenant, là où ça va être pour moi l'un des axes d'amélioration qu'on doit mettre l'accent dessus, je pense que c'est au niveau de l'axe, parce qu'il y a eu beaucoup de fois où il y a eu justement des décalages du PSG, notamment sur Fabien Ruiz ou Vitinha, qui se retrouvaient facilement dans les 30 derniers mètres, seuls dans l'axe, pouvant armer leur frappe tranquillement. Mais globalement, tactiquement, je pense qu'on va pas trop changer non plus certaines choses. On partira sur les mêmes bases, juste avec deux retours du coup, Frenkie et Pedri. Et là où ça va être plus intéressant en fait, et là pour moi où sera la clé, ce sera si les trois arrivent à sortir du pressing du PSG. Parce que si les trois arrivent par leur qualité technique à sortir de ce pressing là, je pense que le PSG risque d'en prendre 2-3 à vouloir jouer trop haut. Maintenant, est-ce que ça passera, je sais pas. Mais je pense que pour moi le facteur X de cette tactique sera Pedri. Mais on verra s'il sera dans un bon jour ou pas. Je pense que pour le coup, ils vont pas galérer à sortir du pressing parce que ça manque d'impact physique au milieu de terrain du PSG, de précision, je dirais, dans le pressing. Souvent, tu vois, il y a un joueur qui est tout seul, c'est Lunaire. D'ailleurs, le premier but part de ça. Hein. C'est le PSG qui presse, Fabien Ruiz qui intercepte presque une passe. Et il se retourne, il est dégoûté, il dit « Ah putain, je l'ai pas intercepté ». Ouais, mais entre-temps, il a laissé Rafinha tout seul. Du coup, la relance se fait facilement. Relance sur Lewandowski et puis ça part en cacahuète. Après, les clés tactiques, je pense que les deux latéraux, c'est plus une force qu'une faiblesse, parce que on va dire que la faiblesse, ça peut créer des trous derrière, mais ils sont beaucoup plus en capacité de rattraper un trou que si tu avais à gauche ou Marquinhos à droite. Donc, je pense que c'est plus une force qu'une faiblesse, mais je vois totalement ce que veut dire Ackermann, et bien sûr que si jamais on est dépassé, ça passera par là. Parce que quand Nuno Mendes va partir sur le côté gauche, il va falloir que Hakimi reste en couverture. Quand Hakimi va partir sur le côté droit, il va falloir que Nuno Mendes, de l'autre côté, reste en couverture, et ça a été travaillé plusieurs fois en Ligue 1. Donc, je pense que c'est pas quelque chose d'invraisemblable, que ça puisse fonctionner. Après, je pense que le retour de Zaïre Emery va aider énormément quand même au niveau du pressing. Même Hakimi, l'intensité pour presser, c'est assez fou. Tout va passer sur les 1 contre 1 sur les côtés. Si Mbappé joue dans l'axe, tout va passer sur la capacité de Barcola à déstabiliser la défense et Dembélé à déstabiliser la défense. Je pense qu'il y aura des grosses prises à deux sur le côté. Du coup, ça va donner lieu à des espaces dans l'axe, comme tu l'expliquais juste avant. Si c'est Vitinha qu'on arrive à trouver dans ce genre de position, on connaît la frappe qu'il a et qu'il peut avoir entrée de surface. Peut faire très mal, mais Fabien Ruiz, honnêtement, on l'a vu, il s'est retrouvé 2 ou 3 fois dans cette position. Il fait des contrôles fiscaux à chaque fois, à 3 mètres, des frappes. Il vise même pas, il tire en plein sur Araujo. Genre, c'est pas assez fluide en fait. Et il faudra que lui, il élève vraiment son niveau de jeu. Alors qu'il a une bonne qualité en plus de frappe, c'est ça qui est assez fou. Ça va presser très fort, très haut, c'est sûr, parce que c'est la philosophie de jeu de Luis Enrique. Et parce que de toute façon, on a des buts à rattraper.
Voilà, on n'est pas obligé de se presser parce que le but, tu le marques à la 95e, tu vas en prolongation, tu n'es pas éliminé. Mais bien sûr que c'est mieux si tu le marques tôt. Ça te permet d'aborder le match d'une différente façon. Tactiquement, ça va être comme ça, hein, ça va être pressing et on va devoir résister un maximum au long ballon de Lewandowski et aux relances de Frenkie, tout ça. Et c'est bien que tu précises le fait que Mbappé, il faut absolument le voir dans l'axe. Ça évite, parce qu'en fait, Mbappé en attaque, c'est soit il est en pointe et du coup, comme tu as dit, c'est les deux autres qui animent les côtés, ou alors tu as Dembélé qui est en position plus centrale avec deux pointes Mbappé-Barcola. Et je trouve qu'à ce stade-là, Dembélé, ok, quand il est en position de maître de jeu, ça va, mais il peut perdre des ballons à des endroits qui sont clés, et notamment quand on a parlé du milieu là avec du Barça, je trouve que ça serait beaucoup trop dangereux de le laisser en tant que central, même si c'est ce qui a permis en fait au match aller qu'il marque en fait, en étant dans cette position-là qu'il a marqué. Grâce à Hakimi, il peut être libre parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour occuper le couloir droit. Par contre, Mbappé, là où c'est vraiment important qu'il reste dans l'axe, c'est que ça empêchera Koubarsi et Araujo d'aller faire des prises à deux. Et en fait, si tu empêches Koubarsi et Araujo d'aller faire des prises à deux sur le côté, c'est qui doit s'y coller? C'est Gundogan, c'est Pedri ou c'est De Jong. Et c'est là, en fait, où tu peux créer un décalage dans l'axe. Tu vois, ou alors tu vas obliger, du coup, Lamine Yamal, Rafinha à redescendre. Du coup, tu peux garder quand même le contrôle du jeu parce que tu as forcément un joueur libre derrière. En fait, c'est ça qui va être important. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'axe, absolument, pour intéresser, on va dire, pour garder les deux DC proches de l'axe. Souvent, Luis Enrique fait tout dans son jeu pour provoquer des 1 contre 1 sur le côté. Quand tu regardes le but de Barcola contre la Real Sociedad, c'est un 1 contre 1. Dembélé, à chaque fois qu'il fait des différences en général, c'est sur des 1 contre 1. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir réussir à déstabiliser ce Barça et à le mettre un peu dans la sauce. Et ça va passer par quelqu'un dans l'axe. Voilà, et Mbappé, il a toutes les qualités, hein. Franchement, il est rapide, donc je peux l'envoyer en profondeur dans l'axe. Il est technique, il est capable de jouer en remise, il est capable de faire des contrôles orientés. Et s'il a envie, il a toutes les qualités pour remplir ce rôle. Au match aller, en fait, le PSG, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré qu'ils n'avaient pas forcément besoin de Mbappé pour marquer, parce que les 2 buts, il n'est pas impliqué, il fait un match qui est moisi, si on dit les termes. Le PSG arrive à mettre 2 buts, et en fait, tu te rends compte que ce qui floppe, c'est pas l'attaque, c'est pas le milieu, c'est la défense. Tu parlais des erreurs individuelles, du coup, je vais pas revenir dessus. Et en fait, pour moi, un PSG sans un grand Mbappé, même si le PSG a montré que voilà, il pouvait mettre 2 buts en lui, pour moi, sans un grand Mbappé, ça passera pas ce tour-là, en fait. Ça sera beaucoup plus compliqué. Au match aller, il peut prendre à plusieurs reprises la profondeur, il la prend pas. Parce qu'au final, le mieux, c'est pas le mettre dans l'axe, comme tu dis, en fait, et laisser Barcola jouer sur les côtés. Et puis ça te permet, tu vois, par exemple, quand tu fais des récupérations hautes, lui, quand il part en profondeur, les DC, ils peuvent rarement se permettre de jouer le hors-jeu. Parce que tu joues le hors-jeu contre Mbappé, tu te rates, c'est mort. Et donc, du coup, ils sont obligés de beaucoup reculer, le suivre, en fait. Et du coup, ça facilite aussi la ressortie du ballon parce que le bloc défensif du Barça recule. Pendant que les milieux avancent, tu crées de l'espace entre la défense et l'attaque et tu peux beaucoup plus facilement ressortir. Pour moi, le fait qu'il soit dans l'axe, et j'espère que ce sera le cas, parce que c'est ce que va choisir Enrique, ce serait la meilleure solution. Et surtout, défensivement, la moins pire en termes d'animation offensive et de pressing. Parce que pour le coup, ne pressera pas. Au niveau de la compo du PSG, c'est-à-dire que tu reconduis le même milieu de terrain, tu ne mettrais pas Ugarte en 6 pour justement avoir Ugarte et Zaïre Emery qui mettent de l'impact, surtout que Zaïre Emery fait un très bon lien entre la défense et l'attaque, avec ça un Vitinha qui peut en tout cas pleinement se concentrer sur l'attaque. J'ai vu beaucoup de gens dire ça, mais le peu de fois où on s'est bien extirpé du milieu de terrain du Barça, c'est parce que Vitinha, il a fait des choses folles. À un moment, il fait un contrôle orienté entre 2 mecs, un dribble, il t'envoie Mbappé. En fait, Ugarte, il ne pourra jamais faire ça. Le Barça a pressé Vitinha en individuel avec Frenkie de Jong. C'est Frenkie de Jong qui, à chaque fois que Vitinha touche le ballon, lui courait dessus. Vitinha, il peut s'en sortir. Ugarte, non. Ugarte, c'est mort. En fait, oui, tu peux rajouter de l'impact, mais à quel prix? Aujourd'hui, est-ce que tu as nécessairement besoin de rajouter cet impact-là? Alors, c'est sûr, si tu avais un Rodri, je te dis, bah, bien sûr que je mets Rodri. Bien sûr que je mets un Bruno Guimaraes, bien sûr. Mais là, tu auras plus besoin de qualité technique à ce niveau-là, dans cette partie-là du terrain. Parce que sinon, le pressing du Barça, ils sont pas cons. Ils sont très intelligents, même si Luis Enrique, il a dit que c'était lui l'ADN Barça. Peut-être qu'il a raison ou pas. Mais ils pressent très bien, les Barcelonais, notamment Gundogan, Frenkie de Jong. Ils sont très forts là-dedans. Ugarte, il va se faire dépasser. Je pense que Zaïre Emery, dans l'impact, ce sera déjà largement suffisant. Parce qu'on sent qu'à l'épaule, dans le milieu du Barça, il n'y a personne qui va vraiment réussir à le bouger. Il va pouvoir tenir tous les duels.
Et ça sera déjà ça. Par contre, si jamais tu viens marquer 2 buts ou avoir 2 buts d'avance et que tu te mets à trop croqueviller un peu dans ton camp, bien sûr que là je le fais rentrer, parce que c'est ce chien de la casse qui va te récupérer des ballons, qui va mettre les coups où il faut, qui va être capable de couvrir énormément d'espace. Mais voilà, il est encore un peu trop indiscipliné sur le positionnement et sur le pressing. Donc pour l'instant, non. Moi, je pense que je verrai, malgré tout, même si le match retour, je le sens pas forcément, je pense que je verrai quand même un Barça s'en sortir. Parce que je me dis qu'au niveau du momentum, on est sur un moment clé de la saison. Et je pense que les joueurs, ils ont envie quand même de faire partir Xavi de la meilleure des manières. Et à savoir aussi prouver aux yeux du monde en fait que en fait, le Barça n'est clairement pas mort. En fait, ce match est d'autant plus important parce qu'en fait, c'est simple. C'est soit ce match-là, tu perds. Et en fait, du coup, tu repars sur les mêmes bases en disant ok, on était bon sur un match aller-retour, mais ça n'a pas été suffisant. Et du coup, tu repars encore de zéro. Soit enfin, définitivement, tu passes ce cap qu'on attend depuis quasiment plus de 4-5 ans. Ce cap où tu te dis en fait ok, c'est bon. Le projet il est en place, on sait où on veut aller. Et tous les joueurs, les jeunes joueurs qu'on a depuis 3-4 ans, ils commencent à du coup se montrer à un niveau beaucoup plus élevé. Et là, ils peuvent enfin du coup être reconnus à leur juste valeur. Et moi, je pense que à domicile, chez nous, je sais qu'on perd pas, on n'a pas perdu en Ligue des Champions. Et que souvent en FDC, on a souvent tendance à faire des bons matchs. Après, ça veut rien dire parce que le PSG était fort aussi en termes d'invincibilité, on les a battus à l'extérieur. Mais je pense que quand même, je sens bien le Barça s'en sortir, même si je pense qu'il y aura des séquences dans le match où on sera beaucoup acculé, où vraiment le PSG voudra vraiment mettre l'accélérateur. Mais au vu de l'effectif, et vu qu'en plus c'est un groupe géré de copains, donc en fait tout le monde en fait se voit pour tout le monde, je pense qu'ils arriveront quand même à s'en sortir et ça ne choquerait pas que le Barça passe en demi-finale. Mais surtout que le Barça, il y a une partie de tableau qui est super intéressante parce que si l'Atlético passe Dortmund, tu te retrouves face à un club que tu as déjà battu en Liga, même si comme tu as dit, Ligue des Champions, c'est pas pareil. De là où vient le Barça, ça serait quand même un truc énorme. Et j'ai l'impression que le PSG, c'est un peu le dernier gros obstacle avant tout ça. Donc, et que, comme tu dis, ce groupe de potes va pas essayer de tout faire pour faire partir. Même arriver en finale, pour Xavi, ce serait déjà une très belle manière de le faire partir. Donc déjà, pour ça, peut-être se dire que c'est peut-être le dernier gros obstacle. Ouais, en vrai, c'est un bon argument aussi. Je pense qu'il y aura des buts parce que je pense que les défenses peuvent être vite dépassées. On va dire que, en tant que supporter du PSG, j'espère un 2-1 ou peut-être un 3-2 à l'inverse du coup, pour le PSG, du coup 2-3 ou 1-2. Après, en étant absolument objectif, je pense qu'il y a de grandes chances que ça finisse en match nul, genre 2-2. Ouais, moi aussi, j'ai un souvenir sur ça. En vrai, ce serait le score qui me choquerait le moins, je pense. Comme je disais tout à l'heure, hein, si notre numéro 7, il a envie, aujourd'hui, il y a peu de joueurs au monde qui peuvent avoir autant un impact sur un match que ce mec. Mais je sais que ça va pas être du tout un match facile. Les chances de qualification du PSG sont grave moindres. D'ailleurs, j'ai un œil sur les cotes, là, juste là à côté. La qualification du PSG, elle est cotée à 1,20. Du Barça, pardon, elle est cotée à 1,20. Et par contre, si on va au tir au but, peut-être que... On perd. Non, on perd. Au tir au but, je pense que le PSG peut s'en sortir. Non, c'est sûr. Avec Donnarumma, tout ça, je pense que le PSG peut s'en sortir. Après, Ter Stegen est fort dans cet exercice, mais je pense que le manque d'expérience va très vite nous rattraper sur ce type de truc. Mentalement, c'est dur. T'as gagné au match aller là-bas, ça veut dire que t'as perdu chez toi. Mentalement, ça doit être quand même assez dur. On n'en a pas parlé aussi, mais c'est une chance pour le PSG que ce soit pas le Camp Nou. Parce que malgré tout, même si c'est un grand stade, il y a 60 000 personnes, tout ça, le Camp Nou, c'est quand même une certaine atmosphère. C'est un stade, tu vois, les supporters ne sont pas effrayants, mais t'as pas envie d'y être. Tu sens que c'est un stade comme le Santiago Bernabéu. 2015. Les stades font pas peur. Enfin, moi, je trouve que les supporters font pas foncièrement peur. Tu vois, je préfère largement jouer au Bernabéu ou au Barça qu'à Liverpool, par exemple, où les supporters, t'as l'impression qu'ils sont sur tes côtes. Mais tu sens qu'il y a une ambiance dans ce stade, quoi. Et c'est relou. Là, tu vois, t'es à Montjuïc, sous les hauteurs de Barcelone et tout. C'est quand même pas du tout la même chose. Et ça, malgré tout, je pense que c'est quelque chose de... pas de rassurant, mais on va dire que c'est mieux que si c'était le Camp Nou. Moi, objectivement, je me dis, en fait, il y a tellement tout qui va en défaveur du PSG, mais les statistiques, il ne faut jamais se fier. J'aimerais, en tout cas, personnellement, qu'il y ait plusieurs buts dans le match. Mais ouais, je pense qu'on va aller sur un match nul. Hein. Honnêtement, un petit match nul. Peut-être un partout ou quoi. Bizarrement, je sais pas pourquoi je vois pas énormément de buts, même si malgré très contradictoire avec ce que j'ai dit, mais je vois pas énormément de buts. Je vois un match nul et s'il y a une victoire,
Je pourrais même pas dire de quel côté, en fait. Déjà, tu disais c'est hyper dur à analyser. Au match aller, il y a 4 matchs dans le match. Il y a le match où le PSG commence bien, il y a le match où le Barça reprend, peut tuer le PSG, le fait pas. Le match où le PSG reprend bien, peut tuer le Barça, le fait pas. Le match où le Barça arrive à installer un faux rythme, mais au final pique sur les erreurs individuelles du PSG. Et au final, tu vois, tu as plein de matchs dans le match. C'est un match qui va être hyper difficile à anticiper. Et je terminerai sur une phrase de Julien Cazard, pour effrayer nos amis barcelonais, qui a dit un jour, le PSG, c'est un boxeur ivre. Tu sais pas à quoi t'attendre, mais ça se trouve, va te mettre une droite et tu vas pas t'en relever. Et c'est vraiment ça. Le PSG, tu sais jamais à quoi t'attendre. Et ça se trouve, il va te sortir une dinguerie. Tu vois, et ça a toujours été ça. Contre le Barça, le 4-0, le 4-1, personne s'y attendait. Et d'un coup, le PSG, sorti de leur chapeau, ils ont mis. C'est pour ça aussi que je me dis, on est trop une équipe irrationnelle. C'est-à-dire que tout ce qui est invraisemblable peut se passer demain. Bon, en tout cas, merci à vous les gars d'avoir été présents pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Hackerman, en tout cas, je fais aussi des vidéos YouTube sur le Barça. Et bah, n'hésitez pas aussi à suivre la chaîne de Dynamic Sport, à liker cette vidéo et à peut-être la partager. En tout cas, répondez aux commentaires si vous avez été d'accord ou pas. Et nous, on se dit à la prochaine pour une future vidéo, en tout cas. Salut. Ciao. Ciao.